Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux ce soir pour voir deux intellectuels nouveaux venus dans l'espace public français. Deux intellectuels qui luttent à contre-courant de la pensée économique dominante, que ce soit à travers leurs essais ou dans différents grands médias. Tous les deux affrontent de livres en plateau les fake news de la pensée économique orthodoxe. L'un vient des sciences politiques. Il s'est engagé au sein de la France insoumise depuis maintenant bientôt 1 an, Thomas Guénolé. L'autre, Thomas Porcher, vient de l'économie. Il est docteur en économie et il n'a aucun engagement politique connu de moi. Exactement. Tous les deux viennent de publier un livre au printemps dernier, Antisocial, la guerre sociale est déclarée, aux éditions Plomb pour Thomas Guénolé, et Traité d'économie hérétique pour Thomas Porcher aux éditions Fayard. Alors évidemment, nous n'assisterons pas ce soir, vous vous en doutez, à un pugilat, plutôt à une discussion, tant leurs vues sont compatibles, pour ne pas dire proches, sur les questions que nous allons aborder. Donc je leur cède tout de suite la parole à tour de rôle pour une intervention préliminaire de 15 minutes chacun. Ensuite, nous poursuivrons par 1 heure environ de discussion et nous garderons 30 minutes en fin de séance pour les questions de la salle. Les deux Thomas se sont mis d'accord. C'est Thomas Guénolé qui commence. Bonsoir à tous. Merci d'être venus effectivement si nombreux. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Ce que j'ai appelé l'antisocial, c'est à la fois une coalition pour porter un certain projet politique et c'est ce projet politique lui-même, c'est-à-dire une entreprise de démolition du modèle social français. Alors, je sais qu'on a beaucoup abusé des Cassandres et des métaphores ces dernières années, donc je vais être parfaitement clair. Cette fois, vous avez raison d'avoir peur. C'est une entreprise de démolition. Et non, ils ne vont pas s'arrêter. C'est d'ailleurs amusant de voir, là, la réforme des retraites est annoncée. On nous parle beaucoup des comptes notionnels de la Suède, comme quoi ce serait formidable, sauf que les comptes notionnels de la Suède, un des deux paramètres pour déterminer le niveau de votre pension à votre retraite, c'est l'espérance de vie de votre génération. En clair, vous serez sanctionné financièrement de vivre plus vieux. Alors, résumé comme ça, c'est un peu brutal sans doute. Et j'ai entendu franchement, c'était drôle, j'ai entendu des réactions du genre, mais c'est incroyable qu'ils aillent aussi loin. Bah oui, effectivement, si vous n'essayez pas de les arrêter de manière suffisamment résolue, oui, ils continuent. C'est un bulldozer. Ils ne s'arrêteront pas, ils ne vont pas négocier non plus. Alors, leurs réformes font une majorité de perdants. La majorité de la population est perdante dans les réformes qui sont engagées les unes après les autres. Et pourtant, ça passe par un mélange d'intériorisation des opinions, enfin, comment dire, des arguments, de la propagande en tout cas. Une intériorisation de la propagande, quand bien même ce que vous êtes en train de dire est contraire à votre intérêt personnel. Donc ça donne un salarié qui va dire c'est quand même nécessaire de faciliter les licenciements. Ça donne ce genre de choses. Mais ça donne aussi, comment dire, l'élément vraiment fondamental, à mon avis, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça ne pourrait pas marcher aussi bien s'il n'y avait pas un feu roulant de propagande, H24, dans les médias dominants, les médias mainstream, appelez ça comme vous voulez. Donc, quand je dis je vais aller directement dans le vif du sujet, c'est que je vais vous prendre quelques thèmes sur lesquels je vais vous citer des éléments qui sont ce catéchisme antisocial, ce credo antisocial, qui est répété, matraqué par des éditorialistes qui se comportent finalement comme des prêcheurs de cette église antisociale, et qui vous répètent donc leur mantra en boucle, sans jamais le démontrer, mais qui vous l'affirment comme étant des vérités d'évidence, c'est-à-dire des croyances, et donc on est bien dans la récitation d'un dogme. Alors je vais commencer par quelque chose qui est malheureusement vraiment d'actualité. Il y a trop d'aide sociale en France, il y a trop d'assistanat, ce qui encourage les chômeurs à ne pas travailler. Vous avez tous entendu ça, il y en a peut-être un ou deux qui pensent dans la salle.
Alors le budget de la protection sociale qui est trop élevé en France, c'est faux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. En France, c'est 22% du PIB. On nous parle beaucoup du modèle allemand. En Allemagne, c'est plus, c'est 22,5% du PIB, pas de bol. Et on nous parle beaucoup du modèle scandinave. Eh bien en Suède, c'est plus, c'est 25% du PIB. Donc dire que notre modèle d'aide sociale est trop coûteux, c'est faux d'un point de vue comparatif. Avec les aides sociales, on peut vivre mieux en restant au chômage qu'en allant travailler. Eh bien c'est faux. Alors, je vais vous le dire de toutes les façons que c'est faux. D'abord, c'est faux pour tous ceux qui passent de salariés à chômeurs. Le montant de l'indemnisation n'atteint jamais 100% du dernier salaire. Jamais. Donc devenir chômeur fait forcément baisser votre revenu, c'est pas possible autrement. Par exemple, un salarié au SMIC à plein temps, c'est 1 500 € brut mensuel, il perd 60% de son revenu quand il devient chômeur. Donc dire on peut mieux vivre... d'un point de vue comparatif, quand on passe de salarié à chômeur, c'est faux. C'est faux aussi si on compare le revenu moyen des chômeurs au revenu moyen des salariés. C'est pas moi qui le dis, c'est la DARES. Revenu moyen des chômeurs, 980 € brut mensuel. C'est 3 fois moins que le salaire moyen à temps plein, qui est de 2 957 € brut mensuel. Donc c'est faux aussi quand on compare les revenus moyens des salariés et des chômeurs. Bon, je continue, hein. C'est faux quand on compare l'aide sociale des plus pauvres avec ce qu'ils peuvent gagner en travaillant. Je vous donne quelques exemples. Les pauvres qui bénéficient de la prime d'activité, c'est forcément faux parce que pour avoir droit à la prime d'activité, il faut avoir un boulot. Donc déjà, ça c'est réglé. C'est faux pour une personne pauvre, seule et sans enfant parce que son RSA, c'est 545 €. Donc payé au SMIC, il suffit de bosser 18 heures et vous gagnez déjà plus. Donc là encore, c'est faux. Je continue tant que je suis chaud. C'est faux aussi pour un couple pauvre avec 1 ou 2 enfants. Pour eux, ça reste rationnel qu'il y en a un des deux qui bosse et l'autre qui s'occupe des enfants à la maison, généralement la femme, compte tenu de l'état patriarcal de la société française. Alors c'est faux aussi parce que les aides sociales sont plafonnées en France. Vous savez, tous les types qui arrivent sur les plateaux à vous dire il faut vraiment mettre une limite, ça suffit quand même. Voilà. C'est déjà le cas depuis plusieurs années. En fait, il est déjà impossible de les accumuler jusqu'à vivre mieux qu'un travailleur smicard. C'est juste impossible. Impossible, c'est plafonné. Si vous touchez une autre aide que le RSA, votre RSA baisse. Vous le saviez ? Voilà, maintenant vous le savez. Et c'est faux parce qu'environ 1/3 des personnes qui ont droit au RSA ne le réclament pas. Donc ça contredit le mythe du chômeur pauvre qui cherche à vivre sur le dos des aides sociales. Hein ? C'est pas logique. Et enfin, c'est faux parce que les 2/3 des gens au RSA vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça contredit le mythe du choix de vivre sur le dos des aides sociales par confort. Donc ça, c'était pour il y a trop d'aides sociales, ça encourage les chômeurs à ne pas travailler, blablabla. Alors il y a une contrepartie à cette accumulation de mensonges. Il y a que si les chômeurs n'ont pas d'emploi, c'est surtout parce qu'ils ne cherchent pas assez. Ce qui est une variante du thème sous-jacent de tout ça, qui est « salaud de pauvre, c'est votre faute si vous êtes pauvre ». C'est ça le message. C'est important que vous vous sentiez coupable si vous êtes au chômage, parce que si vous ne vous sentez pas coupable, vous allez chercher d'autres coupables. Donc c'est très très important que vous vous sentiez vous coupable. C'est très important. J'y reviendrai. Si les chômeurs n'ont pas d'emploi, c'est surtout parce qu'ils ne cherchent pas assez. Alors c'est faux pour plein de raisons. Déjà, les chômeurs ne sont pas coupables de leur chômage. D'abord, 86% des chômeurs cherchent activement un emploi. C'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi qui vous le dit. Et dans les 14% qui restent, il y en a la moitié qui ne sont pas du tout indemnisés, donc quand bien même ils ne cherchent pas, de toute façon, ça ne nous coûte pas un rond. Déjà, de base. Ensuite, il y a combien de postes non pourvus dans l'économie française à l'heure actuelle? Il y en a combien? Vous savez, des postes, les employeurs aimeraient avoir quelqu'un, mais ils n'ont pas trouvé de candidat qui leur aille, etc. Et donc le poste reste vacant. Il y en a combien? Quelqu'un a une idée? Qui dit mieux? Non. 120 000. Pôle emploi. Alors, le MEDEF dit 300 000, mais j'ai appris à ne pas prendre au sérieux les estimations du MEDEF depuis le CICE. Hein? Donc, 120 000 postes non pourvus. Il y a combien de chômeurs en France? Je compte aussi les gens qui bossent 1 heure dans le mois ou à temps ultra partiel. Hein. C'est un peu moins de 6 millions, ouais, 5,6 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si demain, magiquement, tous les postes vacants étaient pourvus, ce qui est la logique on dit aux chômeurs d'aller chercher un boulot, il faut aller chercher les postes vacants, on est d'accord. Si demain,
tous les postes vacants, sans exception, étaient pourvus, 98% des chômeurs resteraient quand même au chômage. C'est très important. Parce que ça veut dire que tout le système de Pôle emploi qui repose sur le flicage et le harcèlement moral des chômeurs, c'est une chasse au Dahu. Il n'y a pas de boulot, c'est pas vrai. Ça, c'est fondamental. Et ça veut dire aussi que les gros malins qui vous disent nous allons renforcer le contrôle des chômeurs pour lutter contre le chômage, bah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le problème, c'est pas que les chômeurs ne cherchent pas assez, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. D'où le chômage. Alors les seuls coupables du chômage, ce sont nos classes dirigeantes, encore une fois. Puisque s'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, c'est un problème de politique économique, ce n'est pas un problème de salauds de chômeurs. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est quand même particulièrement immonde et dégueulasse de culpabiliser des millions de gens qui sont chômeurs, alors qu'en même temps, vous avez plus de 10 000 chômeurs qui meurent prématurément chaque année, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, qui meurent prématurément du fait d'être au chômage, notamment par le suicide. Précision, ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des sans-emploi. J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai moi-même pas fait gaffe pendant des années. En chômer, c'est choisir de ne pas bosser. Un jour chômé, c'est un jour dont on a décidé que c'est un jour où on ne travaille pas. Ce n'est pas des chômeurs, c'est des sans-emploi. Donc moi, je commence à prendre l'habitude de ne plus dire chômeur. Ce sont des sans-emploi, comme il existe d'ailleurs des sans-papiers. Alors, je complète sur un point. Le chômage de masse, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce pays, depuis des années, le chômage de masse n'est pas un effet secondaire regrettable du système qui cherche à le résorber. C'est un mensonge. Le chômage de masse est indispensable pour que vous restiez à votre place de dominer. Tant qu'il y a du chômage de masse, en particulier pour les plus jeunes, mais pas que, bah, quand on vous dit non à votre augmentation de salaire, bah, vous fermez votre gueule parce qu'il y a quand même beaucoup de chômage. Quand on vous dit que quand on veut vraiment bien bosser, on ne compte pas ses heures, bah, effectivement, vous ne comptez pas vos heures, et notamment pas vos heures supplémentaires, qui donc, il y a plein d'heures supplémentaires, notamment par exemple, mais pas seulement dans la restauration, qui ne sont juste pas déclarées. Ce qui explique entre autres notre productivité de dingue. Hein. C'est parce qu'on compte. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires qu'on ne compte pas parce qu'elles ne sont pas déclarées. Donc la productivité est effectivement impressionnante. Bah oui, du coup. Ça veut dire aussi que le harcèlement moral, bah, quand vous le subissez, vous fermez votre gueule. Parce qu'il y a du chômage de masse. Ça veut dire aussi que vos jours de congé, bah, vous les prendrez quand ça sied à l'employeur. Parce que s'il n'est pas content, bah, quand même, il y a le chômage de masse. Et puis je fais une parenthèse pour les gros malins qui nous expliquent que la grande cause du quinquennat, c'est l'égalité homme-femme et la lutte contre le harcèlement sexuel, etc., etc. Quand il y a du harcèlement sexuel au travail, quand il y a beaucoup de chômage, vous fermez votre gueule. La première cause de non-déclaration du harcèlement sexuel au travail par les femmes, c'est la peur de se faire virer. Donc je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, mais quand on facilite les licenciements, on facilite le harcèlement sexuel dans les entreprises. Alors, j'en prends un autre de grand thème. La sécurité sociale est trop généreuse, elle dépense trop, et les gens en abusent trop. Vous avez tous entendu ça? Alors tout ça est faux. D'abord, le mythe du trou de la Sécu. Alors, vous pensez tout de suite à un gouffre, à un trou noir, ça fait très peur. Le trou de la Sécu, c'est un machin, c'est des cinémas. Vous voyez les films de science-fiction, des scènes de Star Wars, le trou de la Sécu, c'est cette espèce de monstre où arrive le vaisseau. Enfin, le trou de la Sécu, ça évoque ça comme imaginaire. En fait, c'est complètement idiot comme façon de raisonner parce que la Sécu, ça ne sert pas à être rentable ou même à l'équilibre. Notamment parce qu'entre les dépenses et les recettes, il n'y a aucun rapport. Ça dépend de quoi les recettes? Les dépenses de la Sécu, ça dépend de quoi? Ça dépend du progrès médical, ça dépend des épidémies, ça dépend de la démographie en général, et ça dépend du vieillissement en particulier. D'accord? Les recettes, ça dépend de quoi? Bah, de la TVA, de la CSG et des cotisations sociales, c'est-à-dire l'état général de l'économie, ce qui n'a strictement aucun rapport. Donc, comment dire?
essayer de lier ça en disant on devrait être à l'équilibre ou même à l'excédent ou des choses comme ça, c'est vraiment comparer, mettre dans le même sac des variables qui n'ont aucun rapport. Et surtout, pour vous donner une idée, si demain, il y a plus d'incendies en France, et donc les interventions des pompiers dépassent leur budget, ce qui les met en déficit, est-ce que vous allez parler d'un trou des pompiers? Vous voyez pourquoi c'est débile? C'est absurde. Alors, non seulement c'est absurde, mais en plus c'est mensonger. Quand on dit la Sécu dépense trop, bah, c'est faux. Déjà, depuis 2009, nos dépenses de santé sont stables à 11% du PIB environ. Elles sont stables. Ensuite, tous les pays riches se situent, comme nous, autour de 9-11% du PIB, sauf les États-Unis, qui sont beaucoup plus hauts, parce qu'ils ont un système beaucoup plus privé, soit dit en passant. Et en dépenses de santé par habitant, la France n'arrive qu'en 14e place. Donc en fait, on est plutôt bon en maîtrise des dépenses de santé, mais pour des raisons pas que bonnes d'ailleurs, mais je ne veux pas développer. Donc quand on dit qu'on dépense trop, c'est pas vrai. La Sécu va mal à cause des usagers fraudeurs. C'est un de mes préférés, celui-là. Donc c'est faux. La quasi-totalité des fraudes, c'est la fraude à l'assurance maladie. Mais 80% du montant de la fraude à l'assurance maladie, ça ne vient pas des usagers. Pour plus des 2/3, ce sont des professionnels de santé et des établissements de santé qui fraudent. Et non pas des usagers. Voilà, scoop. J'en vois qui font des grands yeux. Bah oui. Au fait, la fraude, c'est combien? La fraude à la Sécu, à l'assurance maladie, c'est combien? Quelqu'un a une idée? Eh bien, c'est 200 millions d'euros dans les estimations assurance maladie. 200 millions. C'est quoi les dépenses totales de l'assurance maladie? C'est 190 milliards. Donc la fraude à l'assurance maladie, c'est 0,1% du budget de l'assurance maladie. Et donc, quand vous voyez les grands titres sur le grand problème de la Sécu, ce qui la coule, c'est les fraudes, bah c'est faux. C'est juste pas possible parce que c'est peanuts. J'ai la même avec les services des urgences. Vous savez, le problème, c'est des gens qui viennent qui vous disent non, mais le problème, c'est les gens qui habitent trop des urgences. Hein, ils viennent, ils sont super nombreux. Et c'est pas bien parce que c'est pas vraiment des urgences quand ils viennent. C'est vraiment de l'abus et c'est à cause d'eux que la sécurité sociale est en déficit. Vous voyez? C'est généralement des gens qui ont les moyens de se payer des dépenses de santé sans sécu du tout qui vous disent ça. Hein. Donc les urgences sont utilisées en réalité comme dispensaires par plein de gens qui ne peuvent pas se payer autre chose, et c'est pour ça que les urgences sont encombrées, car c'est vrai qu'elles sont encombrées, notamment parce qu'SOS médecin est trop cher, parce que les médecins généralistes sont trop chers, parce que le soir ils sont plus disponibles, etc., etc., et puis parce qu'il y a les déserts médicaux. Mais l'accueil et traitement des urgences, c'est une ligne de dépenses dans l'assurance maladie, c'est 300 millions d'euros par an. C'est-à-dire 0,16% du budget de l'assurance maladie. Donc ça aussi, c'est peanuts, et donc c'est toujours pas le problème. Donc vous voyez, c'est encore un exemple où on vous raconte des bêtises. J'en viens maintenant, pour conclure ce premier balayage, à un de mes préférés quand même, comme catégorie en soi. Les fonctionnaires sont trop nombreux, pas assez utiles et trop paresseux. Les fonctionnaires, donc, c'est surtout des gens payés à rien foutre. Hein. Vous avez tous entendu ça de manière plus ou moins polie. C'est faux. D'abord, il y a zéro preuve d'une bureaucratisation du service public qui serait plus forte que celle des grandes boîtes privées. S'il y en a qui ont déjà fait des stages ou qui ont déjà bossé dans une grande boîte privée, dire qu'elles ne sont pas bureaucratiques, c'est vraiment pas les avoir vues de près. Hein. Allez voir un service RH de n'importe quelle grande boîte privée et dites-moi que c'est pas bureaucratique. Mais là, c'est pas pareil. Je vais piller quelqu'un dont j'ai découvert les analyses ces derniers mois, et c'est quand même très balèze, qui est Friot, qui est noté que un comptable dans un service public, c'est une dépense. Un comptable dans une boîte privée, il crée de la valeur. Le boulot est le même. Hein. Alors, d'abord, l'écrasante majorité des fonctionnaires, c'est directement du service aux usagers, contrairement à ce qu'on vous raconte, parce qu'on vous fait le coup, c'est comme avec les Arabes, si vous voulez, c'est que pour pouvoir être raciste envers les Arabes en toute impunité, je dis arabe comme on dit breton, hein, je précise, c'est-à-dire des origines vaguement géographiques. Pour pouvoir être raciste en toute impunité, on vous dit il y en a des biens, mais quand même, et là c'est le festival. Alors ça marche aussi avec les fonctionnaires, il y en a des biens, j'adore les infirmières. D'ailleurs j'ai une amie infirmière, vous voyez, le même, ça remplace la minoire. D'ailleurs j'ai une amie infirmière, mais quand même, il y a quand même beaucoup trop de branleurs dans la fonction publique, les administrations, les trucs, les machins. Alors déjà, l'écrasante majorité des fonctionnaires, en vrai, c'est directement du service aux usagers. Par exemple, dans la fonction publique hospitalière, un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire sur 5. Hein.
eh bien vous avez 70% de la fonction publique hospitalière, c'est du personnel soignant. Donc à une écrasante majorité, c'est des gens qui sont directement en train de servir. Et soit dit en passant, les fonctions support dans l'administration, excusez-moi, mais vous les enlevez 2 secondes, faites le test, il n'y a plus rien qui marche. Bon. Le trio de tête des professions les plus nombreuses, on ne trouve pas des fonctions administratives, c'est pas vrai, c'est enseignants, policiers et militaires. Donc encore un mensonge. La fonction publique territoriale, on vous dit, ah mais ça, bon d'accord, admettons, mais la fonction publique territoriale, c'est quand même un énorme fromage perdu. En réalité, plus de la moitié de l'augmentation de la fonction publique territoriale en nombre de gens, ce sont des fonctions de terrain pour remplacer l'État qui se désengage, par exemple des ingénieurs d'aménagement du territoire ou des animateurs pour les écoliers hors des heures de cours. C'est des profils comme ça en réalité. Donc encore un mensonge. Les fonctionnaires sont trop nombreux. On l'a tous entendu en boucle. Bon pareil, c'est faux. On a le plus grand nombre de fonctionnaires en Europe, c'est pas contestable, mais il faut être logique, il faut raisonner en fonctionnaires par habitant. On ne va pas se comparer au nombre de fonctionnaires de Malte. Bon. En fonctionnaires par habitant, on n'est pas premier, c'est pas vrai. On est derrière la Suède, on est derrière le Danemark, etc. Et enfin, les privilèges des fonctionnaires, oui, mais quand même, ils ont un privilège, c'est la sécurité de l'emploi. Perdu pour un tiers d'entre eux, qui n'ont pas ce statut protecteur, parce qu'ils sont, et ça va concerner un certain nombre d'étudiants de Normal Sup, parce qu'ils sont enseignants-chercheurs, c'est-à-dire précaires. Non mais c'est vrai, on va pas se mentir. Ou les contractuels, ou les contrats aidés, dont Alain Juppé a dit dans un débat à la primaire de droite, excusez-moi Bruno, je voudrais rappeler à mon ami Bruno que les contrats aidés ne sont pas des fonctionnaires. Alors ils font un boulot de fonctionnaire, gros malin. Ils n'ont pas le statut, mais ils font le boulot. Et j'ajoute, le statut du fonctionnaire, ce n'est pas un privilège, ça a été créé en 1946 après Vichy, pour que les fonctionnaires soient indépendants de toute pression politique au cas où la République serait en danger. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que oui. Bon, j'en ai plein d'autres, mais je m'arrête là dans un premier temps, on y reviendra peut-être. Ceci pour vous dire, le niveau de propagande, c'est-à-dire des affirmations mensongères matraquées en boucle pour remplir des objectifs politiques, atteint des proportions absolument ahurissante. L'autodéfense idéologique, politique, intellectuelle est indispensable, ce qui suppose d'abord de se documenter rigoureusement pour ne rien laisser passer à la machine à café, dans le couloir de cours, dans les lieux de travail, dans les dîners de famille, surtout dans les repas de famille. Je vous remercie. Merci Thomas. Thomas Porcher pour un quart d'heure, 20 minutes. Alors, bonsoir, bravo Thomas pour cette présentation. Donc, je vais réduire, ça durera un peu moins de 15 minutes puisqu'il en a déjà dit beaucoup que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ce qu'a dit Thomas, tout ce qu'il a dit est vrai. Je partage l'essentiel. D'ailleurs, sur la Sécu, ce qui est assez marrant, c'est que vous savez qu'en 2008, au moment de la crise, le trou de la Sécu a doublé. Et il n'a pas doublé parce qu'il y a eu 2 fois plus de malades. Il a doublé parce que comme il y avait beaucoup de chômage, il y avait moins de financement. Donc toujours regarder la dépense, c'est très idiot. Quand on regarde le déficit, il faut aussi regarder d'où viennent les recettes et pourquoi on manque de recettes. Et ça vaut pour le déficit public. De manière générale, ce qui se passe aujourd'hui, et Thomas l'a très bien décrit, c'est qu'on nous impose un cadre de pensée, un cadre du possible, avec des limites à ce cadre, tout un tas d'épouvantails, qui à la fin font que, même si nous partageons parfois avec des gens opposés les mêmes constats, les politiques économiques à mettre en place, si vous suivez le cadre, il y en a très peu. Il faut libéraliser, flexibiliser le marché du travail, il faut réduire sa dette, réduire les déficits, etc. Donc aujourd'hui, si vous dites « je voudrais investir dans les services publics », parce que moi je viens d'avoir un enfant, alors c'est une expérience que je peux vous partager, vous allez à la mairie de votre ville, vous dites « voilà, ma femme travaille, je travaille, on aimerait bien avoir une crèche », on vous dit « oui, attention, il n'y aura pas de crèche pour tout le monde ». Donc là c'est quelque chose d'utile, mettre son enfant à la... Si on ne met pas l'enfant à la crèche, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre une nounou, ça coûte 1000 balles. Parfois, on fait un arbitrage quand on ne gagne pas beaucoup entre le travail de la femme ou du monsieur pour savoir si ça vaut le coup de prendre une nounou ou de rester à la maison. Donc, on sacrifie un des 2 conjoints pour qu'il ne travaille. Enfin, un service public, c'est utile. Là. Vous voyez, la crèche, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, avoir plus de crèches, avoir plus des policiers mieux formés, avoir plus de profs, etc., c'est quelque chose d'utile. L'investissement dans les universités, c'est quelque chose d'utile, mais on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'il y a la dette publique. À 100% du PIB, on ne peut pas le faire. Il y a la dette publique, c'est impossible. Donc on peut pas, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des économies, donc supprimer des postes de fonctionnaires,
couper dans la dépense publique et surtout dans la dépense sociale, même si un tiers, comme tu l'as très bien dit, des gens ne vont déjà pas chercher le RSA, mais il faudrait couper dans la dépense sociale, qui représente de la santé majoritairement et des retraites, et on est dans une société qui vieillit, donc on va couper là-dedans, c'est très intelligent. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc il faut faire ça, voilà. On vous dit, oui, on aimerait bien quand même, je ne sais pas moi, protéger un peu plus les salariés, enfin, ou avoir, pourquoi pas une 6e semaine de vacances, c'est vrai, puisque nos richesses ont augmenté, elles ont doublé ces 30-40 dernières années, nous sommes toujours très productifs. Pourquoi on a exigé à un moment une 5e semaine de vacances et que là, on n'aurait pas le droit à une 6e? Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas, qui se plaindrait d'avoir trop enfin, pourquoi on vous dit, attends, on ne peut pas, dans un contexte de mondialisation, on ne peut pas aujourd'hui. Enfin, tu veux ta 6e semaine de vacances, tu as vu les Chinois, ils ont une semaine de vacances, c'est très bien, il faut s'aligner sur eux et tout le monde sera heureux. Enfin, non mais c'est ce qu'on vous dit, non mais c'est à peu près, les Américains ils ont 3 semaines en moyenne au bout de 20 ans de carrière, quand ils commencent comme vous à 25 ans, 26 ans à travailler, ils ont une semaine, c'est-à-dire 3 jours à Noël et 2 jours l'été, et c'est d'ailleurs pour ça que quand un Américain prend des vacances, en général, quand il est très vieux, vous les voyez, à Paris, vous voyez souvent un couple d'Américains très vieux de 50 ans qui là vient. Vous voyez souvent des très jeunes qui, pendant les études, font le tour en sac à dos. Et puis, vous ne voyez pas de trentenaires. Alors que chez nous, comme on a beaucoup de vacances, enfin, on a des vacances normales, mais la 2e année, on a 5 semaines de vacances. C'est souvent quand tu as 30 ans et pas d'enfants que tu fais tes premiers grands voyages avec ta femme. Et vous voyez, non mais c'est vrai, et vous le voyez, vous le constatez. Et quand vous allez aux États-Unis, vous allez, je sais pas moi, à New York, vous avez un Américain qui prend ses vacances, il habite souvent juste à côté, parce qu'il a 2-3 jours de vacances. Et là, quand il prend ses vacances pendant 3 jours, il prend des vacances de fou. Enfin, il dort pas, il dépense comme un fou. Et là, tu as, non mais, et tu rencontres, c'est une anecdote, mais tu rencontres un restaurateur français à Miami, à New York ou ailleurs, il te dit, oh les Américains, ils dépensent quand ils sont en vacances, pas comme les Français. Bah oui, mais il a 2 jours de vacances, mon ami. Moi, j'ai une semaine, donc je dépense. Sur 2 jours, tu dépenses comme un fou. Donc non, mais donc voilà. Donc on nous explique ça. Donc il faudrait avoir moins de vacances parce qu'on nous pose comme ça des limites à ce cadre autorisé de réflexion, qui est une forme de soumission volontaire, pour qu'à la fin on arrive, on dise. Ben, on voudrait, mais on ne peut pas. Donc, le programme qui est compatible avec ce cadre, ben, c'est le programme de Macron, si on n'est pas trop violent, hein, c'est un peu ça qu'on nous dit, et de Fillon, si on y va vraiment clairement, quoi. Voilà. Les autres, c'est impossible. Vous êtes utopistes, rêveurs. Voilà. Donc, tu as d'un côté les raisonnables, de l'autre côté les rêveurs. C'est ça qu'on vous dit. Et après, les fachos. Voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on vous dit. Alors qu'en réalité, quand on pose, il y a des travaux qui ont été faits par des très bons économistes, dont un qui est juste à côté, qui s'appelle Thomas Piketty, qui est quand même reconnu dans le monde entier, sur la dette, et qui vous montre en réalité que, certes, nous avons une dette élevée, nous avons un patrimoine public qui est très élevé, mais qui diminue, c'est clair, il diminue. Mais nous avons un patrimoine public, encore aujourd'hui, même si sous Macron, là, il est en train de passer sous la barre de notre dette, hein, ce qui est très grave, parce que je veux dire, quand vous avez un patrimoine public qui est supérieur à la dette, c'est quand même un des garants de la soutenabilité de notre dette et du fait qu'on ait des taux d'intérêt faibles. Vous savez, il y a des pays parfois qui ont des gros problèmes de dette, mais il y a le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui se fait souvent annuler sa dette, mais il a une dette très petite en réalité, de quelques dizaines de milliards. Mais comme il n'a pas de patrimoine public et qu'il a déjà gagé son pétrole à des compagnies privées, on ne sait pas trop où aller chercher. Mais quand vous avez une grosse dette, mais que vous avez un gros patrimoine public, c'est le garant de la soutenabilité de la dette. Et un État n'a pas à rembourser sa dette en 20 ans comme moi je dois rembourser la dette de mon appartement. Parce qu'un État n'a pas une espérance de vie de 75 ans, dont 65 en bonne santé. Vous comprenez ? Donc il a du temps pour rembourser. Donc l'important, c'est sa soutenabilité. Sa soutenabilité, c'est les taux d'intérêt qui la déterminent. Et nous avons des taux d'intérêt extrêmement faibles aujourd'hui. Enfin, si on était un vrai économiste, ce que vous apprenez en ma macro de première année, c'est baisse des taux d'intérêt, avec une petite flèche comme ça, vous faites le tableau, hausse de l'investissement. Donc nos taux d'intérêt, là, ils sont bas. Donc normalement, notre investissement public devrait augmenter. Alors là, le baisse de taux d'intérêt, mais on baisse l'investissement public. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, ex post, que le taux d'intérêt remonte. C'est dingue. Et quand il aura remonté, on dira « Ah, il faut encore plus couper !» Donc, dans tous les cas, on coupe l'investissement public. C'est génial, ça. Et il y a des fois, on a eu des taux d'intérêt plus élevés qu'aujourd'hui, dans les années 90, à cause de politiques libérales mises en place, franc fort, des inflations compétitives, tous ces trucs-là. Et à l'époque, vous disiez, c'est pas grave que les taux d'intérêt soient élevés, c'est normal. C'est génial. À la fin, il n'y a une seule réponse possible. There is no alternative, pas d'investissement public. Point barre. Voilà. Que de l'investissement privé, par contre, là, il n'y a pas de souci, c'est nos limites. Donc voilà, non, mais c'est ce qu'on vous explique. Alors qu'on a un patrimoine public qui couvre notre dette, c'est-à-dire que les générations futures, comme aime bien nous le rappeler, comment il s'appelle, Benjamin Griveaux et Castaner et d'autres d'ailleurs, oui, c'est très grave pour les générations futures, c'est le problème de la dette, ils vont hériter d'une dette, etc. Ils n'héritent pas d'une dette, ils héritent d'un patrimoine net.
les générations futures. C'est de ça dont ils héritent. Alors certes, quand on va tout revendre là, parce que c'est ce qui se passe là, les aéroports, on va hériter d'une dette, mais petite, hein, pas 2000 milliards, hein, pas 100%, on héritera peut-être d'une petite dette. Mais bon, c'est bien parti, comme là, on veut brader les États. Je pense que dans 30 ans, ils hériteront peut-être d'une dette si on continue comme ça. Mais si on ne continuait pas comme ça, il y a encore quelques années, et encore aujourd'hui, on a un patrimoine net, d'accord, public, qui fait que nos générations futures, elles héritent de routes, elles héritent de plein de choses. Elles héritent de parts de l'État dans les entreprises, et ainsi de suite. Donc, nous n'héritons pas d'une dette, rassurez-vous. D'accord ? Et puis alors, si on prend le patrimoine privé, qui est très inégalement réparti, 1% de cette salle, si on prend, vous êtes plus de 100, donc 1% de cette salle détient 25% du patrimoine français, de l'immobilier, etc. Et c'est ces 1% qu'on a fait un cadeau avec l'ISF parce qu'ils sont tellement mal que 25% du patrimoine, vous sortez dehors, 25% du patrimoine, ça leur appartient, c'est sûr. Bon, bref. Et les 40% derniers de cette salle, je ne sais pas si elle est représentative, hein, mais les 40% derniers de cette salle, je pense pas, non, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Donc voilà, c'est très bien. Donc, mais si on commence à prendre en plus le patrimoine privé, etc., notre dette publique, grosso modo, et même on rajoute dette publique, dette privée, c'est rien du tout. Le patrimoine global, privé, public, c'est 6 fois plus que notre dette. Et on serait tous heureux d'avoir un patrimoine 6 fois plus que notre endettement. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, avec l'appartement que j'ai acheté sur 20 ans. À la limite du périphérique, alors que j'ai fait 8 ans d'études. Voilà. Donc c'est pas... Voilà. Et que je vais rembourser sur 20 ans. Et personne n'a dit que j'étais un criminel avec mon fils, qu'il allait hériter d'une dette. Non, il héritera d'un patrimoine. Et voilà. Il sera peut-être pas très content d'hériter ce patrimoine. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc voilà. Donc, la dette, ce n'est pas un épouvantail. Il faut en discuter. Mais on n'en discutera jamais. On vous dira toujours non, on peut pas aller plus loin. Alors ensuite, on vous dit, oui... Vous savez, on ne peut pas discuter de la dette ou de la flexibilité ou de l'état social. Tous les pays maintenant, et c'est vrai, une grosse partie, ont libéralisé. Même la Suède a fait la flexi-sécurité, hein, que Macron aime tant, même si c'est plus la flexi que la sécurité chez Macron, hein, et que même son propre conseiller économique le dit, qui pourtant, lui, n'est pas un adepte de la grosse sécurité. Mais bon, si lui le dit, c'est que quelque part, il doit être très flexible, Macron, plus que sécurité. Alors on vous dit, oui, c'est très bien de vouloir débattre en économie, mais en économie, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat en économie. L'économie est une science neutre. Non, c'est une science neutre. Je crois que c'est un prof d'ici d'ailleurs qui l'a dit. Enfin, il me semble, je ne sais pas si... Non, de Polytechnique, pardon. De Polytechnique. C'est pas pareil. Donc, c'est pas un prof d'ici qui l'a dit. Voilà. Excusez-moi, pardon. Non, vous savez, Polytechnique est tombé, mais l'ENS, pas encore. Non. Donc, il a dit, ils ont dit ça, des très grands professeurs d'ailleurs. Voilà, l'économie, c'est une science neutre. Il n'y a pas à discuter. Il y a des résultats économiques. Alors, c'est très marrant. Moi, je me dis, d'accord, très bien. Bon, ok. Il n'y a plus à discuter. L'Opinion, le journal L'Opinion, qui pour le coup fait des pages remplies de débats pour ceux qui le lisent, dit ah ouais, le populisme économique, Thomas Porcher, c'est un populiste. Enfin, tu vois tout le temps, Agnès Verdier-Montdidier, non, c'est pas de populisme ça, mais Thomas Porcher, c'est un populiste. Hein, tu vois, il a fait 8 ans, l'autre, enfin, je veux pas être méchant, mais elle a une maîtrise d'histoire, je sais pas ce que. Bon, mais non, c'est moi le populiste. Bon, peu importe. Alors on continue. Donc, L'Opinion vous raconte que il y a un populisme économique et que maintenant il y a des vrais résultats, ils sont très contents de les citer. Alors moi j'ai dit d'accord, très bien, ok, je vais reprendre les livres de 2 grands auteurs. Donc je vous cite, c'est très marrant, je vous cite. Alors, donc je cite mon propre livre, mais je cite des auteurs. Donc, dans son livre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, bon, livre très bon, moi je l'ai lu, livre très agréable à lire, enfin il ne faut pas, économie du bien commun. Mais je lis et ça ne m'empêche pas d'avoir un esprit critique. Donc je lis ça, prix Nobel d'économie français, très bien. Il dit sur l'Europe, chapitre consacré à l'Europe. Écoutez bien. Dans le contexte d'euroscepticisme actuel, il est utile de rappeler que l'action européenne a réduit les écarts de revenus. L'action européenne a réduit les écarts de revenus. D'accord ? Et que même en tenant compte des calamiteuses dernières années, les institutions européennes ont dans l'ensemble contribué à la croissance. Donc réduire les inégalités, contribuer à la croissance. Bon, prix Nobel, je lis, très bien. Je suis un citoyen lambda, je n'ai pas fait d'économie. Hein. Je ne suis pas plus idiot. Puis j'achète le livre de Stiglitz, autre prix Nobel d'économie, prof à Columbia. Il ne faut pas dire que c'est un négationniste, lui, hein, et prix Nobel. Dans un livre qui s'appelle L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Bizarrement, l'Opinion n'en a pas parlé. Prix Nobel sur un livre, l'Opinion n'en parle pas. Après, elle dit oui. Enfin, bon, bref. Cyril Lachèvre, journaliste à l'économique, dit que le débat économique est biaisé. Mais il ne parle pas de ce livre. Mais bon, il dit que c'est un peu lui qui le biaise. Mais bon, bref. Alors, là, que nous dit Stiglitz ? L'euro a conduit à une aggravation de l'inégalité. Tiens, il a dit quoi l'autre ? Il est utile de rappeler que l'action européenne a réduit les écarts de revenus. L'autre, bon.
L'euro a conduit à une aggravation de l'inégalité. C'est un argument central de ce livre. L'euro a creusé le fossé. Avec lui, les pays faibles sont devenus encore plus faibles et les pays forts sont devenus encore plus forts. Donc, tu en as un autre qui vous dit que ça a créé de la croissance, ça a réduit les écarts de revenus entre pays, et un autre qui vous dit l'inverse. 2 prix Nobel. Bon, tu es un citoyen lambda, tu te dis, mais bon, il y a de quoi douter. On continue, pour rigoler. Il y a la loi travail qui arrive, tout le monde te dit la loi travail c'est super, ça va créer de l'emploi, il faut licencier pour créer de l'emploi, on te raconte plein de trucs de fou. Il faut être au plus près de l'entreprise pour négocier, on te raconte plein de trucs de fou. Tu connais pas l'entreprise, tu as bossé qu'en université, tu as un faux boulot, tu n'as jamais testé, c'est comme si tu étais un médecin qui opère. Enfin, on m'a tout sorti. Faut que t'arrêtes de lire Twitter, vraiment. Non mais j'ai d'accord, moi je dis ok. Donc j'ouvre le monde, très bien, 4 mars 2016, trentaine d'économistes, Jean Tirole, Philippe Aguillon, Collège de France, Harvard, Élie Cohen, directeur, et Pierre Cahuc, Polytechnique. Je lis ça, je suis content, j'ouvre ça. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Titre de l'article, la loi El Khomri est une avancée pour les plus fragiles. Ok, je lis ça, puis je vais voir ma femme, la loi El Khomri, ils ont raison, à la télé, etc. Le lendemain, tranquille, j'ouvre le monde, comme ça, citoyen lambda, je connais rien à l'économie. Tribune commune de Thomas Piketty, Ashkenazi, directeur de recherche au CNRS, Piketty qu'on ne présente plus, Julia Cagé, Sciences Po, Daniel Cohen, qui est aussi prof ici, même qui est directeur, je crois, de Normal Sup. Enfin, bon, voilà, il publie « La loi travail ne réduira pas le chômage ». Le lendemain. Et le mec, ils affirment dans la tribune, dans l'état actuel des connaissances, rien ne permet d'asséner, comme cela a pourtant été fait par un certain nombre de nos collègues, dans une tribune récente, hier, qu'une baisse des coûts de licenciement permettrait de réduire le chômage en France. Ah ouais, là tu dis, c'est vrai qu'en économie, il y a un consensus. Il y a un vrai consensus là. Alors là, clairement, il y a un consensus. Non mais, c'est hallucinant. Il n'y a jamais eu de consensus en économie. Et quand il y en a eu, ça a été dramatique. Il y en a eu un sur le consensus du fonctionnement efficient des marchés financiers avant 2008. Bon. Génial. À un tel point qu'il y a la reine d'Angleterre qui a visité la LSI un moment après la crise et que vous avez les plus grands profs du monde qui lui ont présenté les raisons de la crise et qu'elle a posé cette question que n'importe qui aurait posée. Mais pourquoi personne ne l'a prévu? Et qu'ils ont dit on va vous répondre dans un courrier dans 3 semaines. Et ils ont répondu en expliquant plein de trucs. Et personne n'avait prévu, ouais. À la LSI, on ne parlait pas de crise. Vous voyez, le consensus de Washington qui disait qu'il fallait imposer à tous les pays en développement des politiques libérales pour qu'ils se développent, alors que les États-Unis n'avaient jamais appliqué ça à eux-mêmes, ni le Royaume-Uni, parce qu'eux, ils se protégeaient comme des fous pour se développer. Bah là, il y a plus d'une centaine de pays qui l'ont appliqué. Et les résultats montrent que les seuls pays qui ne l'ont pas appliqué, la Corée du Sud, qui a Samsung maintenant, concurrent de... Enfin, nous, on n'a pas Samsung en Europe. Enfin, on a Alcatel en France. Qui a un téléphone Alcatel? Voilà, c'est bon. Hop, allez, hop, au revoir. Bah, tu vois, 5e puissance... pendant qu'on est en train de faire, oui, les chômeurs, les autres, ils ont créé Samsung, un petit pays qui est divisé en 2 en guerre. Enfin, bon, laisse tomber. Bon, bref, ils n'ont pas suivi. Très difficilement et en pressurisant une grosse partie, c'est vrai, de leurs salariés, mais en 30 ans, ils ont fait l'équivalent d'un développement de 150 ans. La Chine n'a pas suivi le consensus de Washington, et les études montrent que les pays qui ont le plus suivi le consensus de Washington sont moins développés que les autres. Donc là, encore un consensus qui peut être dangereux. Donc quand on vous dit en économie qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est faux. Quand on vous dit qu'il y a un consensus, il faut se méfier. Il faut se méfier, parce que le consensus, il est valable jusqu'à ce que l'histoire montre que le consensus n'est pas valable. Et après, on recommence. Vous voyez. Donc en économie, il n'y a pas de vérité. Ce qui est appliqué aujourd'hui par Macron, entre 1950 et 1970, c'était la pire des choses. Les prix Nobel disaient que réduire les déficits, c'est horrible, etc. Et au début du siècle, 20e siècle, c'était très bien. Donc vous voyez, il y a des cycles comme ça, il y a des modes en économie. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a qu'une seule voie. C'est ce que disait Thatcher. Macron disait l'autre voie est un mirage. En réalité, non. En économie, il y a plusieurs voies. C'est pour ça qu'il faut challenger la pensée économique. Il faut la challenger quand on est économiste, mais il faut aussi la challenger quand on est citoyen. Parce que là, un citoyen, comme je vous l'ai dit, qui lit ces 2 livres, il est en mesure de s'interroger et de dire arrêtez de me dire qu'il y a une vérité en économie, puisque là, j'ai lu 2 articles dans Le Monde qui se contredisent. Donc non, il n'y a pas de vérité en économie. En fait, quand on vous propose, et je finirai là-dessus, quand on vous propose une mesure en économie, quelque chose, n'importe quoi, les retraites, la flexibilité du marché du travail, réduire les déficits, il faut vous poser, arrêter l'ISF sur les placements financiers pour les 1% les plus riches. Il faut vous poser une seule question. Ce n'est pas une formule magique qui fait que tout le monde sera bien. Non, non, c'est un rapport de force. Donc la seule question valable qu'il faut se poser, c'est à qui cela profite. Si je te dis demain, oui, il faut bloquer les loyers, et que les gens disent « Oh, c'est horrible, c'est une catastrophe et tout »,
Bah, ceux qui disent ça, c'est les propriétaires immobiliers, les constructeurs immobiliers. Bah, ils ne veulent pas qu'on bloque les loyers. Mais quelqu'un qui vit dans un appartement où le loyer est bloqué, il est très content, le locataire. Donc vous voyez, à chaque mesure, voilà, ça profite toujours C'est un rapport de force. Et aujourd'hui, ceux qui ont gagné ce rapport de force ces 30 dernières années, et on en parlera après des médias, je sais, avec toi, Aude, parce qu'ils sont aussi responsables de ça, c'est quand même les libéraux. Voilà. Et les libéraux, ce qu'ils font, profitent aux 1 à 10%. Les 90 autres pourcents n'en profitent pas. Voilà, merci. Merci Thomas. Alors, Thomas Porcher évoquait à l'instant le caractère fortement idéologique du discours économique sous une apparente neutralité, une apparente objectivité vendue notamment dans les médias. Mais ce qui est fascinant, en effet, dans la pensée unique économique, et qui en fait quasiment une variété de la pensée magique, c'est qu'elle échoue spectaculairement dans la plupart de ses mises en œuvre, mais que dans l'esprit des croyants, cela ne remet pas du tout en cause le dogme. Donc je pourrais prendre 50 exemples, mais je prendrai un exemple sorti de votre livre, Thomas Guénolé. Vous donnez l'exemple saisissant de notre système de santé. Et vous rappelez qu'en 2000, celui-ci était au premier rang mondial et qu'il a chuté l'an dernier, en 2017, au 15e rang mondial, mais que cela n'empêche pas les néolibéraux aujourd'hui de nous expliquer que l'hôpital public est obèse, inefficace à réformer et qu'il faut à nouveau le saigner à blanc. Oui, voilà, c'est l'idée que de toute façon, en fait, vous me mettez n'importe quel sujet économique et social, vous me proposez quelque chose qui serait dans l'intérêt du plus grand nombre, n'importe quoi. Hein. C'est trop cher, et je raccroche. Terminé, fin de la discussion. Et il faut baisser, alors même pas les dépenses, maintenant c'est baisser les coûts. Alors ce qui s'est passé sur la santé, c'est quand même particulièrement dégueulasse. Particulièrement dégueulasse. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont bossé à l'hôpital, dans la salle, ou qui connaissent des gens. Vous, monsieur? Oui, il y en a d'autres? Vous? Bon, et donc ils sont au courant. Quand je veux dire T2A. Voilà, ils savent ce qu'est cette saleté. La T2A, la tarification à l'acte. Alors, pour vous donner une idée, parce que c'est toujours la même. En fait, il y a plusieurs grandes méthodes pour défoncer un service public. C'est très simple. Hein. La première méthode, c'est vous le privatisez, point. Avec une variante, non, on ne le privatise pas, on l'ouvre à la concurrence, c'est-à-dire qu'on va lui laisser tous ces trucs de fonctionnement normal du public, et on va mettre à côté des grandes boîtes privées qui vont arriver en n'ayant pas du tout les mêmes cahiers des charges de rémunération, de protection de l'emploi, etc. Et comme par hasard, ils vont être plus compétitifs, et derrière, on va dire, bah, vous voyez bien, ça ne va pas, il faut réformer, il faut démembrer, etc. etc. Donc ça, c'est la méthode variante, hein, la privatisation pure et dure, vous en avez plein d'exemples. La méthode, on ouvre à la concurrence et puis derrière, on va de plus en plus s'aligner sur le privé, c'est la méthode Air France, La Poste, etc. Vous avez une troisième méthode qui va être de mettre le service public, de lui appliquer sans l'ouvrir à la concurrence, encore que, l'hôpital, il y a les cliniques, on va le forcer à appliquer des méthodes du secteur, des logiques du secteur privé alors que ce n'est pas son boulot. Je rappelle que l'hôpital est là pour assurer, comme son nom l'indique, un service public de santé. Il n'est pas là pour faire du profit. Je voudrais dissiper tout malentendu. Le service public n'est pas fait pour être rentable. Ce n'est pas à ça que ça sert. La police n'est pas rentable. L'armée n'est pas rentable. Bah, l'hôpital non plus. La SNCF non plus. Ça ne sert pas à ça. Mesurer l'ampleur de la défaite dans la bataille des idées quand on en est au stade où on vous explique en boucle, vous vous rendez compte, la SNCF n'est pas rentable, et ça passe crème. C'est-à-dire qu'y compris des gens qui ne sont pas d'accord, j'allais dire, intuitivement, instinctivement, avec la réforme de la SNCF, se disent, mais quand même, c'est vrai que c'est pas rentable. Entre nous, c'est vrai que c'est pas rentable. Cette intériorisation qui est d'avoir zappé complètement qu'un service public n'est pas là pour ça. Alors forcément, quand je pose sur lui mon regard de secteur privé, par exemple si je suis un média dont le propriétaire est un milliardaire, ou quand je pose sur lui le regard d'un média de service public audiovisuel dont le donneur d'ordre est acquis à la cause des milliardaires, ce qui revient au même.
Forcément, quand je les regarde de cette façon-là, effectivement, je les regarde avec cette mentalité-là, et donc la première chose qui me saute aux yeux, c'est que l'hôpital n'est pas rentable. Oui, forcément, vous êtes daltonien. Il y a des couleurs que, vous savez, le daltonien ne voit pas telle ou telle couleur. Là, c'est un cas particulier de daltonisme. C'est le daltonien qui ne voit pas la notion de service public. Vous voyez ? Et donc là, en l'occurrence, l'hôpital, ils se sont dit, c'est pas rentable. Enfin, c'est pas à l'équilibre. Ils n'osent pas toujours dire c'est pas rentable. C'est pas à l'équilibre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de leur donner un budget et puis ils se démerdent pour le dépenser, ce qu'on va faire, c'est que chaque acte, tarification à l'acte, chaque acte va être facturé par l'hôpital et va être payé par l'assurance maladie. Et puis on va rentrer dans le détail, vous faites quoi comme acte exactement, etc., etc. Et donc, la rentabilité entre artificiellement à l'hôpital, parce que, écoutez, si on veut avoir notre budget au total pour pouvoir fonctionner, il faut qu'on privilégie les patients qui rapportent le plus de fric, les patients dont les traitements sont les plus coûteux, dont les actes sur lesquels les actes qui sont faits sont les actes les plus coûteux, etc., etc. Et donc on rentre dans ce double système débile. Le personnel soignant se retrouve avec des cadences de dingue qui fait qu'à peu près un tiers du personnel soignant est en burn-out. Et ça n'a rien à voir avec les 35 heures. Les 35 heures, c'est un système de facturation des heures travaillées. Ça n'a rien à voir. Ils sont en burn-out à cause de ça, parce qu'il faut faire du chiffre. Vous savez, le roman On achève bien les chevaux, pareil. Et on va privilégier les actes qui rapportent le plus de budget aux hôpitaux plutôt que les actes qui correspondent le mieux à l'état de santé du patient. Ce qui provoque l'effet inverse de l'économie que vous recherchez, en théorie, en utilisant la T2A. Donc c'est prodigieusement n'importe quoi, et on a chuté, encore une fois, de la première à la 15e place. Et au fait, est-ce que vous avez remarqué que depuis quelques années, pas longtemps, une dizaine d'années, on croise de plus en plus des gens qui sont manifestement pauvres, clochardisés, dans les rues, et qui parlent tout seuls. Vous avez remarqué ça? Non? Vous n'avez pas remarqué? Il y en a qui l'ont remarqué. De manière générale, on croise de plus en plus facilement dans la rue des gens qui sont manifestement clochardisés ou en voie de clochardisation et qui parlent tout seuls. Ça, c'est un cas de gens qui ont des troubles mentaux graves et qui ne sont plus pris en charge par la psychiatrie publique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de budget. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres des conséquences en cascade. Donc, l'hôpital est cassé par ces politiques-là, et c'est pas faute d'avoir essayé d'en parler sur des plateaux, parce que je fais partie avec Thomas des quelques-uns. Je suis le quota. On est les. Comment dire? Nous sommes les. En anglais, chez les Américains, quand on met le noir de service, ou la femme de service, ou l'homosexuel de service, on appelle ça un token. Donc nous sommes les invités token, c'est-à-dire, on est là, donc c'est la preuve qu'il y a une diversité d'expression. On mesure on mesure le pourcentage d'expression émise quand vous voulez. C'est peanuts en réalité. Donc, je disais, c'est très très difficile de réussir à mettre ce sujet sur la table. Forcément, ça les emmerde, et c'est pareil avec les retraites d'ailleurs. C'est très difficile d'arriver à mettre sur la table la gravité de la situation dans les hôpitaux publics, même quand ils lancent un grand mouvement comme Balance ton hosto. C'est traité avec une grande parcimonie, parce que forcément, se mobiliser pour la santé, il y a énormément de gens qui seraient d'accord s'il y avait une couverture médiatique à proportion de la gravité du problème. Alors, puisque vous abordez la question des médias, Thomas Guénolé, restons un moment sur cette affaire, et elle est d'importance, puisque c'est quand même là que verrouille le système, et qu'il peut se débloquer aussi, d'une certaine façon, espérons-le. Donc, c'est vrai que c'est un de vos points communs. Tous les deux, vous affrontez une certaine adversité dans les médias. Pas de la même intensité. C'est 4 contre 1 en général. Pas de la même intensité, toutefois, puisque vous, Thomas Guénolé, vous avez été licencié d'une radio privée sur un coup de fil politique. Et vous avez été écarté de pas mal d'autres endroits depuis notamment votre engagement en faveur de la France insoumise. Vous, Thomas Porcher, vous résistez encore, même dans des terres désolées comme celle de C'est dans l'air. Je ne vous demanderai pas vos secrets,
J'espère dans l'intérêt de tout le monde que ça durera le plus longtemps possible en tout cas. Mais je voulais justement aborder avec vous deux une question qui m'importe aussi, c'est celle des façons d'affronter la pensée unique, notamment économique, dans ce genre de contexte, sur ce genre de plateau, dans ce type de situation hostile. Il y a une chose que rappelle tout le temps Serge Halimi, qui est le directeur de la rédaction du Monde Diplo, c'est que dans les formats pratiqués actuellement par les médias télévisés mainstream, il est évidemment plus facile en 3 minutes d'aller dans le sens d'un cliché économique éculé, comme celui de la dette, il faut penser à nos enfants, blabla, que de réhabiliter le keynésianisme, ou ne parlons même pas de réhabiliter l'appropriation des moyens de production, parce que ça, si vous faites ça en 3 minutes sur un plateau, vous êtes à peu près certain de passer pour un dingue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Porcher? Alors, bon, c'est toi qui as subi quand même les plus grosses violences de l'intérieur, et tu l'expliques très bien dans ton livre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, nous, on est là 3 minutes, toi, tu étais là quand même 12 heures par jour, donc ça, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Bon, pour moi, je suis partisan que c'est vrai que c'est toujours plus dur d'être en contre. C'est toujours plus dur quand vous avez une idée qui a tellement infusé. Enfin, là, j'en ai noté quelques-unes. Je me permets encore de reciter mon propre livre, si ça vous dérange pas. Mais non, mais si ça vous dérange pas, juste. Je le cite pas, mais le mien est très bien aussi. Mais regardez. Imaginez-vous quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a jamais fait d'économie, voilà, qui est comme ça, qui regarde, qui suit ça de très près. Sans aller plus loin. Allez, normal. En 1983, Yvon Gattaz, alors je parle du marché du travail, sur la flexibilité. 1983, Yvon Gattaz, il dit, 1983, hein, qui était né voilà, quelque peu. Voilà. En 1983, il dit, 1983 sera l'année de la lutte pour la flexibilité. L'année de la lutte contre les contraintes introduites par la législation au cours des 30 Glorieuses. 1983, bon, très bien. 1996, dans une interview dans un journal de gauche, Libération, très à gauche à l'époque, l'économiste Michel Godet, grand économiste, fonctionnaire, hein, ayant un poste garanti à vie, avec une évolution de salaire, une grille de salaire garantie comme tous les profs, c'est-à-dire il finit prof émérite à 5000 balles quoi, pour 6 heures de cours HTD, ce qui veut dire 4h30 par semaine de cours amphi. Donc vous voyez, une vie très dure, où il peut faire tous ses conseils pour AXA, je ne sais pas quoi, comme il a fait ces années. Bon bref. Et d'ailleurs, il faudrait voir s'il a plus que doublé son salaire de fonctionnaire, ce qui est interdit par la loi. Je laisse les futurs juristes vérifier, parce qu'il a fait beaucoup de choses à côté. Mais bon, bref, il disait, qu'est-ce qu'il annonçait? Le salaire minimum, attention, parce que là, il y a une commission sur le salaire minimum qui est sortie, qui avait la même conclusion, commandée par Macron avec un autre économiste, comment il s'appelait déjà bon bref, et qui est arrivé à la même conclusion. Le salaire minimum ne doit plus cadenasser le marché du travail, 1996. En 2007, Denis Kessler, adieu 45, raccrochons notre pays au monde. La liste des réformes, c'est simple, pensez à tout ce qui a été mis en place entre 45 et 52 et supprimez ça. Super. 2015, Pierre Gattaz. Et après, c'est moi l'extrémiste. Voilà, il y a une réelle peur d'embaucher. Le sujet fondamental, c'est la flexibilité du travail. 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie d'un gouvernement de gauche. Le consensus de 45 est inadapté. Le mec, il rejoint Gattaz père de 1983. Donc, tu vois, tu écoutes ça. Et là, tu as, priorité au direct, 5 minutes pour faire un contre. Tu as un mec qui a été infusé toute sa vie de ça, de lui expliquer que, écoute, la flexibilité, ce n'est pas la solution. Ça a créé beaucoup de pauvreté. Les taux de chômage n'ont pas baissé en Espagne, par exemple, et en Italie, ils sont toujours à 12%. Et puis, ça a tellement marché, ils ont tellement été heureux qu'ils ont mis au pouvoir des mecs super sympas. Tu leur dis ça, on te dit, oulala, mais de quoi tu parles? Tu brises l'ambiance. C'est comme si tu disais, non mais c'est vrai, c'est comme si tu disais, je suis tombé amoureux de ma sœur. Non, tu brises l'ambiance. Non mais, tu brises l'ambiance. Non mais tu brises l'ambiance. Mais malgré tout, moi je pense que... Non mais c'est vrai. T'es malade, tu sais que c'est filmé? Non mais je sais, mais c'est la vérité. Non mais malgré tout, je suis persuadé que tu parlais de la réforme des retraites. Henri Sterdignac, des économistes atterrés, il connaît quand même mieux le système social français que, je sais pas moi, le mec de l'Institut de Montaigne, tu vois, qui lui connaît rien à part 3 éléments de langage. Donc la réalité, quand tu mets Christophe Rameau sur la dépense publique,
face à un mec de l'Institut de l'entreprise. Enfin, c'est comme si Christophe Ramos et Neymar face à un mec, sans être méchant, de je ne sais quelle équipe de Division 2. Vous comprenez? Et le mec, alors, il y a des jeux de forme à adapter dans Il est les passé chez formats Brunet courts. il y a quelques mois, ça a été une boucherie. De quoi? Rameau était passé chez Brunet Mais oui, il y a quelques mois, ça a été une boucherie. Mais parce que l'autre, il a les tableaux en tête, il connaît ça très bien. Et en face, Brunet, il te balance des trucs comme ça. Et quand il a un contradicteur un peu sport, bah, c'est la boucherie. Voilà. C'est la boucherie. Donc moi, je pense que, et c'est ce qu'ont fait les économistes atterrés, je prêche pour ma paroisse aussi, c'est qu'ils ont réussi, certains, à pénétrer les médias et à se dire qu'il faut maintenant des phrases courtes, punchy, parce que c'est le cadre qu'on nous offre justement. Et qu'on pourrait faire à côté de ce cadre, ça marche aussi. Mais qu'aujourd'hui, quand même, il faut aller au combat dans l'arène avec les règles du jeu imposées par l'opposant. Et j'ai l'impression que, même si Macron a gagné, donc ça n'a pas forcément fonctionné complètement, mais que malgré tout, il y a quand même... Enfin, on arrive à tenter d'essayer de créer un discours un peu alternatif. Alors peut-être que je suis jeune, j'ai pas vu avant, peut-être c'était mis en 1990 quand j'avais 13 ans. Mais j'ai l'impression que là, quand même si on n'a pas gagné des victoires complètes parce qu'il y a eu cette crise économique qui fait qu'on aurait dû gagner. À chaque crise économique, il y a un changement de fonctionnement de l'économie. Crise de 29, on est passé à un autre fonctionnement. Crise de 70, on est passé à un autre fonctionnement. Et là, la crise de 2008, crise du capitalisme libéral, on a été encore plus loin dans la logique libérale. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, moi j'ai l'impression, mais qu'on n'a quand même pas gagné la bataille malheureusement. Plusieurs remarques. D'abord, la question initiale donc était comment faire, et notamment, alors Serge Halimi, c'est quelqu'un pour qui j'ai à la fois un très gros respect intellectuel et beaucoup de gratitude parce que dans mes années plus jeunes, ma formation intellectuelle et idéologique doit beaucoup à la lecture assidue du monde diplomatique. Donc je lui suis très reconnaissant. Après, là-dessus, j'ai un désaccord sur l'idée que les formats courts nous empêchent rendre plus facile de déployer un préjugé rabâché 50 fois par le catéchisme que je mentionnais tout à l'heure. C'est vrai. Pour autant, ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire que ça veut juste dire qu'il faut apprendre à faire court. Et là, je voudrais vraiment, je m'adresse, alors il y a des gens dans cette salle, on ne va pas se mentir, il y a dans cette salle des militants. D'ailleurs, j'en ai reconnu. Mais pas que. Toujours est-il que, plus largement, il y a aussi les gens qui vont tomber sur la vidéo. On n'est pas là que pour avoir compris. À un moment, il faut gagner. Il y a une espèce de narcissisme présent dans la grande famille des gens qui veulent que ça change dans le sens de l'humanisme et du partage, et accessoirement de sauver l'écosystème nécessaire à l'existence de l'être humain. Il y a dans cette grande famille-là une composante qui est alors Freud appelle ça le narcissisme de la petite différence, c'est-à-dire qu'on est surtout là pour montrer qu'on est plus purement progressiste que son voisin. Et on se complaît dans cette espèce de solitude magnifique et à expliquer toujours que ça ne va pas, et sans aller au charbon soi-même, sans être efficace soi-même, et d'être dans le commentaire ou dans le coupage de cheveux en quatre, mais vraiment absolument pas orienté résultat, c'est-à-dire qu'à un moment, il s'agit de gagner. Alors attention, il y a deux versions dans ce que je dis. Il y a la version crade, qui est... Et donc, il faut être prêt à toutes les compromissions sur ces idées pour gagner. C'est déjà arrivé à notre famille. Hein. Donc ça, c'est pas une bonne idée. À la fin, vous faites la politique de l'adversaire, donc vous avez gagné pour rien. Mais il y a une autre version qui est de se soucier, de faire ce travail exigeant, de s'adapter au format de l'adversaire pour être le plus efficace possible, notamment dans les formats de débat. Notamment, et que moi je maintiens quand on dit ah mais on n'a même pas 3 minutes, effectivement, on a 1 minute 30, 2 minutes pour pouvoir dérouler un argumentaire sur les différents points. Moi j'ai appris à démontrer quelque chose en 5 phrases. Je dis pas que c'est intellectuellement complètement rigoureux, je dis juste que ça s'apprend. Après tout, dans la poésie, il y a les haïkus. Voilà. Bon, moi j'ai développé, à titre personnel, pour ma consommation personnelle, comme dirait l'autre, j'ai développé les haïkus en plateau télé. Je sais que j'ai 5 phrases avant qu'on me coupe. Je le sais. C'est comme ça. Peut-être qu'on me laissera enchaîner. Et dans ce cas-là, je réenchaîne avec 5 phrases. Première phrase.
Tel constat révoltant. Deuxième phrase. C'est à cause de telle réforme. Troisième phrase. Et donc parfois c'est faisable en trois. Hein. On pourrait faire tel truc à la place. Vous rajoutez des exemples concrets, vous êtes à 5. J'ai appris à ne jamais faire plus. Pas parce que j'ai pas envie, mais juste parce qu'on va me couper la parole. Je le sais. Et vous savez quoi? C'est pareil à la machine à café, si vous y réfléchissez. Et c'est pareil dans les dîners de famille. Les gens n'écoutent pas, les gens attendent leur tour de parler, dans la plupart des cas. Donc, non mais c'est vrai. Et donc une fois que vous le savez, c'est comme ça, bon voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas parce que le jeu est truqué qu'il faut se draper dans « moi j'ai compris » et on fait pas le boulot. Il faut s'adapter au plateau de jeu, si vous me passez l'expression, et ne jamais lâcher l'affaire. J'ajoute, en complément de ça, ça pose une question sous-jacente qui est, à force de voir que c'est truqué, qu'il y a du mensonge partout, qu'il y a un matraquage de propagande intensif, etc., etc., etc. J'en ai beaucoup, y compris chez les plus jeunes, quand on est dans des situations de débat comme ça, qui me disent mais comment on fait pour ne pas se décourager, parce qu'il y a vraiment un problème de découragement, de fatigue, etc., etc. Eh bien pour moi, ça pose une autre question. En fait, ça appelle une autre question qui est pourquoi nous battons-nous? Nous ne nous battons pas pour gagner. C'est pas vrai. Je suis pas en train de dire qu'il faut se battre pour perdre. Hein. Je suis en train de dire que c'est pas avec comme priorité la victoire. En réalité, nous nous battons par devoir. Nous nous battons par devoir, c'est-à-dire que nous nous battons, je parle de tous ceux qui sont dans le débat d'idées, dans la bataille des idées, dans le militantisme, dans toutes les formes de lutte. Nous nous battons parce que nous sommes profondément convaincus que ce combat est nécessaire. Et donc dire mais que faire face au découragement, etc., c'est prendre le problème à l'envers. À mon avis, c'est prendre le problème à l'envers. On va se battre de toute façon. Après, il y a des difficultés. On va les gérer, on va faire avec. Le meilleur remède au découragement, à mon avis, c'est cet état d'esprit-là. Voilà. Je vous connais bien, Thomas Guénolé, je sais que vous jouez pour gagner aussi. Oui, oui, mais pour faire gagner nos idées. Alors, pour rester encore un petit moment sur cette affaire de médias, quelle importance attribuez-vous justement aux médias, au verrouillage opéré par les médias dans le système? Parce qu'on entend une des objections, un des truismes très courants, c'est « mais les médias ne peuvent pas tout, vous accordez une importance totalement exagérée au travail de containment idéologique qui est fait par les médias ». Alors j'ai envie de vous poser à tous les deux la question suivante, parce qu'on le sent bien malgré tout, nous qui sommes au contact, que la bataille de représentation dans les médias elle est extrêmement violente. Est-ce que vous diriez, pour revenir à ce que vous disiez en préambule, Thomas Guénolé, qu'elle est d'autant plus violente aujourd'hui que le nombre de perdants des politiques publiques actuellement menées est de plus en plus important et que donc finalement c'est la seule façon de contenir leur éveil, leur prise de conscience. C'est une raison, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire, il y a effectivement une première raison pour laquelle la propagande des médias de masse, je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les médias dominants font de la propagande. Voilà. À un moment donné, il faut le regarder comme c'est. En plus, c'est vraiment grossier, donc c'est facile à démontrer. Si vous aviez encore le moindre doute, repensez à ce qu'ont fait les grands médias audiovisuels, aux cheminots, pendant un mois d'affilée, là, il y a quelques semaines, et redites-moi qu'il n'y a pas un problème de propagande dans ce pays. Puisque les affirmations répétées en boucle étaient fausses. Hein. L'âge moyen de départ des cheminots à la retraite est le même que celui du reste de la population française. La prime au charbon n'existe plus depuis, plus de 30 ans. Le niveau de revenu des cheminots est sensiblement le même que celui de la moyenne des Français. Le pourcentage de la caisse de la retraite des cheminots financée par l'État est à peu près le même que celui du reste de la SNCF et est à peu près le même que l'ensemble des fonctionnaires. Je peux mettre tout ça bout à bout. Donc tout ça était faux et répété en boucle. Donc si vous aviez encore le moindre doute, pensez cheminots.
Pensez pas printemps, pensez cheminot. Voilà. Et donc, pourquoi la propagande s'intensifie? D'abord, effectivement, parce que comme les perdants sont majoritaires dans les réformes qui sont faites, il est très important d'obtenir l'adhésion ou la résignation, y compris d'une partie des gens qui sont perdants dans ces réformes. Premier élément. Deuxième élément, si les perdants sont de plus en plus majoritaires, c'est aussi parce que ces réformes s'intensifient, parce que c'est un camp qui ne sait rien faire d'autre que se gaver, en fait. Si vous voulez, c'est un problème de gloutonnerie. C'est Pac-Man, l'adversaire. C'est vraiment de ce niveau. Ils savent rien faire d'autre qu'amasser. Et quand vous les voyez de près, d'ailleurs, enfin, je vais pas donner de nom, mais dans le top des oligarques, enfin voilà, c'est cette mentalité-là, quoi. Et non, pas besoin de nom, on les connaît tous. Non, mais après, toi, t'es content, mais c'est moi qui ai le procès. Hein. Bon. Et ah oui. Oui, parce qu'il y a l'intimidation judiciaire, en plus des charges de CRS. Enfin bref, on vit une époque formidable. Il y a d'autres raisons à ça. D'autres raisons, notamment, c'est que à une époque, si on raisonne il y a quelques dizaines d'années, il y avait un arrangement tacite du paysage audiovisuel mainstream, c'est-à-dire que le privé était de droite et le public était de gauche. Alors, France 2 et France Inter, c'était la gauche PS. Et si vous vouliez plus à gauche, vous regaliez le JT de France 3 ou alors vous écoutiez France Culture. Alors, je sais que les gens sont très jeunes. France Culture a été une radio de gauche. Je vous jure que c'est vrai. Et France Inter, la matinale, à une époque, et je vous jure que c'est vrai, j'ai des enregistrements d'archives, a été de gauche aussi. Si, c'était avant Dominique ou Frédéric? Dominique, à chaque fois je confonds. C'était avant Dominique Seux. Vous savez, l'éditorialiste de France Inter, vous lui demandez l'heure, il vous dit qu'il faut péter le code du travail. C'est bon, comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est son truc à lui. Et donc, maintenant, on est dans une situation où si ce sont les réformes socio-économiques qui sont le sujet, eh bien c'est simple, vous avez la même ligne dans l'essentiel du paysage médiatique dominant. Donc il y a eu ce changement aussi, qui est la conversion du service public audiovisuel à ça, qui est une conséquence directe de l'homogénéisation des gouvernements successifs, parce que ce sont les gouvernants les donneurs d'ordre. Hein. Si vous voulez faire carrière dans le service public audiovisuel, il faut éviter de fâcher le gouvernement. C'est logique. Donc vous avez cette évolution-là aussi qui explique l'intensification du matraquage à une époque pas si lointaine. Des interviews au format Léa Salamé, ça n'existait pas sur le service public audiovisuel. Ça avait sa place dans le privé. Voilà, donc il y a eu ce changement-là aussi. Oui, je pense qu'il y a un vrai... Aude Lancelin l'explique très bien dans son livre, mais aussi l'économiste Julia Cagé, il y a un vrai problème d'indépendance des médias. Et ça c'est à la fin, mais comme dans d'autres domaines, hein, quand vous avez une petite partie des gens qui s'accaparent l'ensemble des entreprises, il y a un vrai problème, il y a une vraie question démocratique à poser. Maintenant, moi, je suis quand même surpris sur plein de choses. Moi, j'ai beaucoup de collègues économistes, 8 ans d'études, donc 8 ans quand même, ils sont capables d'avoir un esprit critique, ou des gens qui ont fait Normal Sup, 5 ans d'études, et qui les mecs finalement adhèrent complètement aux thèses de Macron, ou aux thèses d'autres. Non, mais vous voyez, sans aucune critique sur les thèses de la dette, etc. Non, mais il y a beaucoup de conformistes chez les premiers de la classe. Oui, non, mais c'est connu. Vous voyez, et malgré tout, vous regardez certaines émissions. Qu'est-ce qui les intéresse? En partie, elles font des analyses pour avoir un espèce de, comment vous dire, de lecteur type. Et si le lecteur type, c'est le cadre, le cadre, il vote Macron. Comme il vote Macron, faut pas trop, comme c'est le spectateur type, il faut lui proposer 3 mecs qui sont Macron et puis un méchant dans le film, voilà. Moi, tu vois, voilà. Et c'est ça. Et non, mais c'est vrai. Et vous avez le lecteur type. Et donc vous avez et toutes les radios, même si elles vont mal, certaines radios privées, elles ont fait ça. Bon, c'est le centriste type moyen, bac+5. Donc vous voyez, et là-dessus après, ils leur offrent. Et là, c'est clair et net que faut voir qui. Je l'ai cité, il faut voir qui est de la poule ou de l'œuf, qui était le... il y a toujours cette question-là. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont bac+5.
moi, je vois quand je parle, je suis assez étonné, et qui font partie des 90% qui vont subir, c'est-à-dire qui vont aller à l'hôpital, qui vont attendre 18 heures quand ils vont se casser une jambe, qui vont aller au commissariat porter plainte. On va leur dire, vous n'avez pas d'avocat, vous revenez demain à 8 heures, et à 8 heures, ils vont passer à 14 heures pour déposer leur plainte. On va dire, on ne sait pas si on va pouvoir faire quelque chose, au revoir, mais au moins, vous avez fait votre travail de citoyen. Enfin, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que je le dis. Mais non, mais je l'ai vécu, voilà, et qui vivent ça, mais qui vont vous dire, la pensée du winner, du vainqueur, la pensée de ma classe, c'est la pensée de Macron, donc je dois voter pour Macron. Et ça, c'est un vrai. Je vous cite un mec. Je vais vous citer un autre mec dans mon livre. Je me permets de vous le citer parce que il est. Alors, vous me permettez. Il est Passe-moi mon livre parce que là, ça va plus. Non, non. C'est pas vrai. Non, mais c'est assez marrant. Il a passé sa vie. La personne que j'avais beaucoup de respect pour lui parce qu'il a passé sa vie quelque part à combattre le réchauffement climatique, à être pour la transition énergétique, etc. Il est devenu député maintenant parce qu'il a rejoint Macron. Il s'appelle Mathieu Orphelin, porte-parole de la Fondation Hulot. Merde, j'ai perdu la page. Bon. Attendez. Non, mais je suis obligé de. Là, je vous lis un instant. Bougez pas. Là, regardez. Je peux te le faire, hein, ceci dit. Parce Alors, qu'il faut insérer un objectif de gauche, nous devons indispensablement ici insérer une réforme de droite. Voilà. C'est le macronisme rhétorique. Alors, Mathieu Orphelin, il a passé sa vie à combattre. Il rejoint Macron. Alors, il rejoint Macron pendant la campagne, très bien, super. Et qu'est-ce qu'il marque? Là, vous allez voir. Il marque qu'il a passé l'âge des grands soirs. Alors, très bien. Alors, ça, le mec, il passe sa vie à dire oui, il faut changer de modèle. Mais là, il a passé l'âge des grands soirs, d'un seul coup. Bon, très bien. Donc, c'est super. Il fustige l'aveuglement des campagnes électorales, où l'on imagine réel des victoires pourtant impossibles. Alors, le mec, il y a 5% de chance de réussir l'accord de la COP21, donc juste c'est impossible, il s'est battu, mais là, il se dit, ah, pour le candidat, non, il n'y a pas de grand soir, on a passé l'âge des grands soirs. Bon, très bien, super, c'est des victoires. Et là, il explique ensuite rejoindre Macron, malgré de nombreux désaccords. Putain, super, il n'est pas d'accord, mais il rejoint Macron, tu vois, parce qu'il a le plus de chances d'arriver au second tour. Ah super, là on a vraiment un mec. Alors voilà, on mesure vraiment qu'avec ce type de raisonnement, le cadre il est loin de changer. Hein. Là c'est sûr. Voilà, vous avez l'exemple parfait de la pensée du dominant, d'un mec qui est pourtant à la base gentil, sympa et qui se bat pour des causes nobles. Bah voilà. Et ça, il y a un vrai problème. Et ce mec-là, il est quand même, enfin, on peut pas dire qu'il est stupide, il est éduqué, etc. Il a un esprit critique. Comment il peut avoir un raisonnement comme ça? Enfin, je sais pas. Si vous le rencontrez, posez-lui la question. Mais moi, voilà. Ou tirez la conclusion qu'il faut en tirer. En complément, pour moi, le problème n'est pas que les médias mainstream à cet égard, sur la diffusion de la pensée unique. Je pense vraiment qu'il y a un rôle, et ça me fait de la peine, ça me fait vraiment, comment dire, pardon de le dire, mais ça me fait sentimentalement de la peine parce que c'est mon école. Il y a un rôle central de Sciences Po là-dedans. Il y a vraiment un rôle central de Sciences Po, c'est-à-dire que Descoings, paix à ses cendres, a transformé Sciences Po en une fabrique de... Alors, parce qu'il y a vraiment une ligne politique à Sciences Po. Hein. Elle a évolué avec le temps, mais quand Descoings s'y met, c'était tellement strauss-kahnien que c'est Strauss-Kahn qui faisait les cours d'économie, hein, quand même. Alors, il y avait Jacques Générand en première année, mais à l'époque, c'était des cours où ils s'en tenaient à l'aspect... description des concepts, des théories, etc. Il n'y avait pas du tout de ligne là-dedans. Strauss-Kahn, c'était différent. Et toujours est-il que maintenant, on dit macronisme, mais à l'époque, on se disait pas macroniste, on se disait strauss-kahnien, c'est la même. Hein. Et il faut savoir que Sciences Po, plus que toute autre grande école en réalité, colonise vraiment les postes des élites dirigeantes dans ce pays. La classe politique, les hauts fonctionnaires, la banque, l'assurance, les médias. Si vous commencez à regarder qui a fait quoi comme école, c'est stupéfiant, alors que Sciences Po est loin d'être la meilleure en termes de contenu, enfin de niveau du contenu. Comparé dans des différentes disciplines, si je compare à Normal Sup pour tout ce qui est sciences humaines, ou si je compare à Polytechnique en sciences dures, excusez-moi, mais c'est quand même un autre niveau. Eh bien, néanmoins, quand vous regardez, c'est incroyable à quel point vous avez du Sciences Po un peu partout. Or, il y en a très peu parmi les étudiants passés par Sciences Po qui en sortent en remettant en cause le cadre qui leur a été enseigné, car un cadre leur a été enseigné. La dissertation Sciences Po, en économie ou en tout ce que vous voulez d'ailleurs, dès qu'il s'agit de sujets politiques, hein,
La conclusion, c'est qu'il faut faire du Macron. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ceux qui disent qu'Emmanuel Macron est disruptif, pardon, mais moi qui ai été étudiant à Sciences Po, qui ai fait mon doctorat à Sciences Po, qui ai été enseignant à Sciences Po, son propos révolutionnaire, excusez-moi, mais c'est très exactement la construction d'une dissertation à Sciences Po, y compris le en même temps. Le en même temps, c'est une disserte de Sciences Po. La conclusion comme quoi il faut quand même faire des réformes structurelles, c'est-à-dire le programme du FMI, c'est la conclusion type d'une dissertation d'économie de Sciences Po. On a tous appris ça, et si vous ne le faisiez pas, vous n'aviez pas la moyenne. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens n'ayant pas fait cette école ne sont pas au courant. Les dissertations d'économie, et c'est pas n'importe quelle matière dans cette boutique, les dissertations d'économie, c'était en gros, grand 1 on pourrait faire autre chose, mais grand 2 quand même, soyons raisonnables, et donc il faut faire ça, ça, ça. Conclusion, réforme structurelle. Voilà, c'est tout, quel que soit le sujet. Et donc, il y a eu une fabrique vraiment là-dessus, et ce qui m'inquiète, moi, c'est que, on en parlait à l'instant en aparté, j'ai l'impression que les grandes écoles, les vraies, hein, je ne parle pas des écoles de commerce, j'en profite, je suis à Normal Sup, je peux le dire, on est entre nous, même si je n'ai pas fait Normal Sup, hein, j'avais pas le niveau. Les grandes écoles, en tant que temple du savoir, et non pas en tant que prostituées envers le système des grandes firmes et des oligarques, les grandes écoles, à mon avis, sont en train de tomber les unes après les autres. Et ça m'inquiète vraiment. Sciences Po a été la première, l'une des premières, elle était même volontaire. Je vous dis, ça me fait de la peine. Hein. J'ai vu le Sciences Po d'avant dans les dernières années, celui qui était une usine à méritocratie encore, un peu, pour les 2/3. Mais là, non. Et donc je me dis, je suis très inquiet là-dessus, parce que où va aller, il y a une vraie difficulté à construire une pensée qui ne soit une pensée dissidente, disons les choses par leur nom. Il y a une vraie difficulté à ça. Cependant, notre allié là-dedans, il y a 2 alliés. D'abord, les jeunes générations sont majoritairement dans l'idée que tout ça, c'est des conneries. Notamment de par le vécu qui bouffe immédiatement. Et 2, la pensée dominante est démentie répétitivement par l'expérience du réel. Voilà. Et donc, ces 2 éléments-là, à moyen terme, font que, à la condition expresse de ne jamais lâcher l'affaire, on peut gagner. Cette soirée s'achève. Merci à tous. Merci à l'ENS de nous accueillir ce soir. Merci aux 2 Thomas, bien sûr. Je vous rappelle le titre de leur livre, même si l'un d'entre eux a su faire sa promotion. Traité d'économie hérétique pour Thomas Porcher et Antisocial pour Thomas Guénolé. Et merci tout spécialement à Katrina Rizakova, qui est l'organisatrice de cette belle soirée. Merci.